Jeune femme réalise son rêve de se marier avec un millionnaire arabe. Le jour de la cérémonie, cependant, il fait une crise cardiaque. Lors de la lecture des testaments, tout le monde reste paralysé par ce qui y est écrit. Une enquête est lancée pour en savoir plus sur le millionnaire. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits passionnants. Gabriel Dupont ajusta sa veste noire tout en parcourant les couloirs majestueux du musée d'Orsay. Le bruit de ses talons résonnait sur le sol de marbre, marquant un rythme constant qui se mêlait au murmure des visiteurs. En tant qu'assistante conservatrice de la section d'art islamique, elle connaissait chaque centimètre de cet espace, chaque pièce, chaque histoire, derrière les œuvres qui y reposaient. C'était une matinée d'automne à Paris, et le soleil filtré à travers les anciennes fenêtres créait des motifs dorés sur le sol. Gabriel organisait la nouvelle exposition temporaire d'art arabe contemporain, un projet ambitieux qui pourrait enfin lui assurer une promotion au poste de conservatrice en chef. Mademoiselle Dupont, une voix grave et mélodieuse, avec un léger accent arabe, la fit se retourner. Devant elle se tenait un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume italien sur mesure. Ses yeux, d'un brun profond, transmettaient une intensité qui lui coupa le souffle pendant un instant. « Je suis Antoine Lefebvre », se présenta-t-il, lui tendant la main. « Je suis venu voir la préparation de l'exposition. » Gabriel connaissait ce nom. Antoine Lefebvre était l'un des plus grands collectionneurs d'art du Moyen-Orient, connu autant pour son empire commercial que pour son impressionnante collection privée. « Bien sûr, monsieur Lefebvre, nous vous attendions, » répondit-elle, retrouvant son professionnalisme. « Je vous en prie, suivez-moi. » Tandis qu'elle le guidait à travers la galerie, Gabriel expliquait chaque décision curatoriale, chaque pièce sélectionnée, chaque détail du montage. À sa surprise, Antoine non seulement écoutait attentivement, mais posait des questions perspicaces qui révélaient une profonde connaissance de l'art. « Votre passion pour le travail est évidente, mademoiselle Dupont », commenta-t-il, s'arrêtant devant une installation contemporaine. « C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui voit au-delà de la valeur monétaire des œuvres. » Gabriel rougit légèrement au compliment. « L'art nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, ne trouvez-vous pas? Chaque pièce raconte une histoire, préserve une mémoire, éveille des émotions. » « Exactement. » Antoine sourit, ses yeux rencontrant les siens. « Et parfois, nous trouvons des histoires inattendues dans les endroits les plus improbables. » La visite se prolongea pendant des heures, bien au-delà du programme prévu. Ils parlèrent d'art, de culture, de voyage, et Gabrielle fut surprise par la facilité de la conversation, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant. À la fin de la journée, alors que le musée était presque vide, Antoine la surprit avec une invitation. « Aimeriez-vous dîner avec moi ce soir, mademoiselle Dupont? Il y a un restaurant merveilleux près d'ici, l'Arpège. Nous pourrions continuer notre discussion sur l'influence de l'art islamique sur la modernité. » Gabriel hésita un moment. C'était contre ses règles personnelles de mélanger travail et vie privée, mais il y avait quelque chose chez Antoine qui l'intriguait, qui lui donnait envie d'en savoir plus. « Ce serait un plaisir, » répondit-elle, se surprenant elle-même. Ce soir-là, assise à la table de l'Arpège, sous la douce lumière des bougies et entourée par l'arôme de plats raffinés, Gabriel ne pouvait imaginer comment ce simple « oui » changerait complètement le cours de sa vie. Antoine était encore plus fascinant dans un cadre informel, alternant entre des discussions profondes sur l'art et des histoires amusantes sur ses voyages à travers le monde. « Vous savez, Gabriel, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois, cela fait des années que je cherche quelqu'un qui comprenne véritablement l'âme de l'art, qui voit au-delà des apparences. Aujourd'hui, en vous observant parler de chaque pièce de l'exposition, j'ai réalisé que j'avais trouvé cette personne. » Le cœur de Gabriel s'accéléra, et ce n'était pas seulement à cause du vin exceptionnel. Il y avait une sincérité désarmante chez Antoine, une vulnérabilité qui contrastait avec son apparence d'homme d'affaires puissant. « Vous me flattez, » répondit-elle, jouant avec son verre. « Mais je suis sûr que vous connaissez de nombreux experts en art bien plus qualifiés que moi. La connaissance technique est une chose, Gabriel. La véritable passion en est une autre complètement différente. Et vous avez les deux. » Le dîner se prolongea tard dans la nuit, et lorsqu'Antoine la déposa devant son appartement dans le Marais, Gabrielle savait que quelque chose d'extraordinaire avait commencé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette soirée n'était que le premier chapitre d'une histoire qui mêlerait amour, mystère et danger dans des proportions qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans son modeste appartement, allongée sur son lit,
Gabriel revécut chaque moment de la journée, chaque mot échangé, chaque regard. Son téléphone vibra avec un message. Ce fut une soirée inoubliable. Aimeriez-vous m'accompagner à un événement artistique à Marseille la semaine prochaine? Antoine. Gabriel regarda l'écran du téléphone, son cœur battant fort. Cette invitation représentait bien plus qu'un simple voyage professionnel, et elle le savait. C'était un portail vers un monde complètement nouveau, rempli de possibilités et de mystères qu'elle pouvait à peine imaginer. L'avion privé d'Antoine était un monde à part. Gabriel observait, fasciné, l'intérieur luxueux de l'appareil tandis qu'il survolait la Méditerranée. Des fauteuils en cuir italien, des détails en bois noble et une petite galerie d'art montée spécialement pour le voyage créaient une atmosphère de raffinement absolu. « Alors, que pensez-vous de ma petite collection itinérante ?» demanda Antoine, indiquant les œuvres d'art réparties dans l'avion. C'étaient des pièces contemporaines d'artistes arabes émergents, chacune racontant une histoire unique sur la fusion entre tradition et modernité. « C'est impressionnant », répondit Gabriel, s'approchant d'une toile particulièrement intrigante. « Celle-ci, c'est de Hassan al-Maliki, n'est-ce pas? La façon dont il mélange la calligraphie traditionnelle avec des éléments abstraits est fascinante. » Antoine sourit, visiblement satisfait de son observation. « Exactement. Hassan est un vieil ami. En fait, il sera présent à l'événement de Marseille. J'aimerais que vous le rencontriez. » Pendant les 2 heures de vol, Gabriel en apprit davantage sur la vie d'Antoine. Fils d'un important homme d'affaires franco-libanais, il avait étudié à Oxford et hérité non seulement des affaires de son père, mais aussi de sa passion pour l'art. Au fil des ans, il avait transformé cette passion en l'une des plus grandes collections privées du Moyen-Orient. « Mon père disait toujours que l'art est le langage universel de l'âme », commenta Antoine, servant 2 coupes de champagne. « Il m'a appris que chaque pièce que nous collectionnons porte non seulement une valeur matérielle, mais aussi une responsabilité dans la préservation de la culture. » Gabriel remarqua une nuance de mélancolie dans sa voix lorsqu'il parlait de son père. « Il semble avoir été un homme extraordinaire. »« Il l'était, » confirma Antoine, ses yeux perdus dans ses souvenirs. « Mais il avait aussi ses secrets. Nous en avons tous, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans la façon dont il dit cela fit se demander à Gabriel quel secret Antoine portait. Malgré son apparente transparence, il y avait des moments où elle percevait des ombres passagères dans son regard, comme s'il gardait des préoccupations qu'il ne partageait avec personne. À mesure qu'ils approchèrent de Marseille, la ville émergeait de la mer comme un mirage méditerranéen. Les bâtiments historiques et modernes brillaient sous le soleil du soir, créant un spectacle surprenant de lumière et de reflets. « Bienvenue dans mon monde », dit Antoine, alors que l'avion amorçait sa descente. Une limousine les attendait sur la piste privée. Pendant le trajet jusqu'à l'Intercontinental Marseille, Hôtel Dieu, Gabriel observait émerveillé la ville qui semblait sortir d'un conte de fées moderne. Antoine l'observait avec un sourire discret, visiblement satisfait de son émerveillement. « L'événement aura lieu demain soir, expliqua-t-il. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un endroit spécial. » La limousine les conduisit à travers la ville jusqu'à ce qu'ils arrivent à un bâtiment plus discret, situé dans une zone plus ancienne de Marseille. C'était une galerie d'art traditionnelle, avec une architecture qui mélangeait des éléments méditerranéens classiques avec des touches contemporaines. « C'est la première galerie que j'ai ouverte », révéla Antoine, la guidant à travers l'espace. « C'est ici que je garde certaines des pièces les plus significatives de ma collection personnelle. » Gabriel parcourut les salles, admirant le commissariat impeccable. Chaque pièce racontait une histoire différente, des antiquités islamiques aux installations contemporaines provocantes. Mais ce fut dans une salle plus petite, plus réservée, que quelque chose attira particulièrement son attention. C'était un manuscrit ancien, protégé par une vitrine spéciale. Les pages ouvertes révélaient une calligraphie délicate et des illustrations complexes en or et bleu. « C'est un manuscrit du XIIIe siècle », expliqua Antoine, s'approchant. « Il raconte l'histoire d'un amour interdit entre une princesse arabe et un marchand vénitien. On dit qu'il a traversé des déserts et des mers pour la trouver, affrontant des dangers inimaginables. « Et il a réussi ?» demanda Gabriel, captivé par l'histoire. « Oui, » répondit Antoine, ses yeux rencontrant les siens. « Mais le prix était élevé. Parfois, l'amour exige des sacrifices que nous ne pouvons pas prévoir. » À ce moment-là, Gabriel sentit que quelque chose changeait entre eux. Ce n'était pas seulement l'atmosphère romantique du lieu ou l'histoire du manuscrit.
C'était comme si Antoine essayait de lui dire quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore exprimer en mots. Le soleil se couchait déjà lorsqu'ils quittèrent la galerie, peignant le ciel de Marseille de teintes roses et or. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Gabrielle réalisa qu'elle entrait dans un territoire inconnu, où l'art, l'amour et le mystère s'entrelaçaient de manière inexplicable. Dans sa suite luxueuse de l'Intercontinental Marseille, Hôtel-Dieu se préparant pour le dîner, Gabrielle réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé drastiquement en seulement une semaine. Le reflet dans le miroir montrait la même Gabrielle que toujours, mais quelque chose dans ses yeux était différent. Il y avait une nouvelle lueur, un mélange d'attente et d'appréhension pour ce qui allait venir. Son téléphone sonna avec un message d'Antoine. « Portez quelque chose d'élégant. Ce soir, je veux vous montrer les étoiles de la Méditerranée. » La Rolls-Royce glissait silencieusement sur la route qui longeait la côte, laissant les lumières de Marseille derrière elle. Gabrielle, vêtue d'une robe de soie bleu nuit, observait le paysage à travers les vitres teintées. La lune pleine illuminait les calanques, transformant la mer en un tapis argenté qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Quand j'étais enfant, » commença Antoine, sa voix douce remplissant l'intérieur de la voiture. « Mon père m'amenait ici pour m'enseigner les étoiles. Il disait qu'elles gardaient des secrets que seuls les vrais observateurs pouvaient déchiffrer. » La voiture s'arrêta près d'un campement luxueux, monté entre les rochers des Calanques. Des tentes blanches décorées de tissus dorés et de lanternes marocaines créaient un décor digne des 1001 nuits. Un tapis persan s'étendait de l'entrée de la voiture jusqu'à la tente principale, et l'arôme d'encens et d'épices flottait dans l'air. « C'est extraordinaire », murmura Gabrielle, tandis qu'Antoine l'aidait à descendre de la voiture. « Bienvenue dans mon refuge privé », sourit-il, la guidant le long du tapis. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin d'échapper au monde des affaires et de me reconnecter avec mes racines. » La tente principale était un espace accueillant, décoré de coussins de soie, de tapis anciens et de meubles bas en bois sculptés. Un dîner élaboré les attendait, servi dans des assiettes en argent aux détails dorés. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai amené ici, » dit Antoine, tandis qu'on servait le premier plat. Gabrielle acquiesça, sentant son cœur s'accélérer légèrement. Il y avait quelque chose de différent chez Antoine ce soir, une intensité dans son regard qui la faisait se sentir comme si elle était au bord de quelque chose d'important. « Depuis que je vous ai rencontré au musée d'Orsay, Gabrielle, quelque chose a changé en moi, » poursuivit-il. « Vous voyez le monde d'une façon qui me fascine. Pas seulement l'art, mais la vie elle-même. C'est comme si vous perceviez des nuances que les autres ne voient pas. »« Vous aussi, vous avez ce don, Antoine, » répondit-elle, touchant doucement sa main sur la table. « La façon dont vous parlez de votre collection, de l'histoire, mais il y a plus, » l'interrompit-il gentiment. « Il y a des choses dans ma vie que je dois vous dire, des décisions que je dois prendre. » Un serveur discret entra pour changer les plats, et Antoine fit une pause. Gabrielle remarqua une ombre passer sur son visage, comme s'il luttait avec des pensées contradictoires. « Mon empire ne se limite pas à l'art, » continua-t-il après quelques instants. « Il y a des affaires, des responsabilités, des attentes, et tous ne partagent pas ma vision sur la façon dont les choses doivent être menées. »« Vous parlez de votre famille ?» demanda doucement Gabrielle. « En partie, » répondit Antoine, son regard perdu dans les flammes des bougies. « Il y a des gens qui remettent en question mes choix, qui pensent que je m'écarte du chemin traditionnel, surtout maintenant. » Il se leva brusquement, lui tendant la main. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Ils sortirent de la tente et marchèrent quelques mètres sur le sable doux. Le ciel méditerranéen était un spectacle éblouissant, avec des milliers d'étoiles brillant avec une clarté que Gabrielle n'avait jamais vue à Paris. « Vous voyez cette constellation ?» Antoine pointa du doigt. « Les Bédouins l'appellent Al-Touraïa. Dans la mythologie arabe, elle représente un groupe d'étoiles qui protège un trésor sacré. » Gabrielle observa le groupe d'étoiles, sentant la chaleur du corps d'Antoine proche du sien. « Gabrielle », il se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Ces derniers jours, j'ai réalisé que j'avais trouvé mon propre trésor sacré. Je sais que cela peut sembler précipité, mais quand on vit dans le monde où je vis, on apprend à reconnaître ce qui est vrai et précieux. » Il sortit une petite boîte de la poche de sa veste. À l'intérieur, une bague en platine avec un rare diamant bleu scintillait sous la lumière des étoiles. « Je ne vous demande pas une réponse immédiate, » dit-il, remarquant la surprise dans ses yeux. « Je veux juste que vous sachiez que pour moi,
vous représentez quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. L'authenticité, la passion véritable, une connexion qui va au-delà des apparences. » Gabriel regarda la bague, puis Antoine, puis le ciel étoilé. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. C'était de la folie, elle le savait. Elle connaissait cet homme depuis à peine une semaine. Mais il y avait quelque chose en lui dans ce moment, dans cette nuit magique sur la côte méditerranéenne qui semblait transcender la logique du temps. « Antoine, commença-t-elle. Mais il posa doucement un doigt sur ses lèvres. « Ne dites rien maintenant, murmura-t-il. Ressentez simplement le moment. Les étoiles ont tout le temps du monde pour entendre notre réponse. » Là, sous le ciel méditerranéen, Gabrielle sentit qu'elle était au bord d'une décision qui changerait sa vie pour toujours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les étoiles qui témoignaient de ce moment gardaient des secrets bien plus profonds qu'elle ne pouvait l'imaginer. L'événement artistique à Marseille était tout ce que Gabrielle espérait et bien plus encore. Le grand salon de l'Intercontinental resplendissait d'œuvres d'art contemporain et d'antiquités précieuses. L'élite de la société française circulait entre les pièces, conversant à voix basse et faisant des offres discrètes. Gabrielle ajusta la bague de fiançailles à son doigt. Elle avait dit oui la veille au soir sous les étoiles. La nouvelle des fiançailles n'avait pas encore été annoncée officiellement, mais les regards curieux et les murmures qui la suivaient indiquaient que les rumeurs circulaient déjà. « Gabrielle, ma chérie », Antoine s'approcha, accompagné d'un homme d'âge mûr à l'expression sévère. « J'aimerais que vous rencontriez Étienne Moreau, mon conseiller financier et ami de la famille depuis des décennies. » Étienne salua Gabrielle avec une formalité qui frôlait la froideur. Ses yeux sombres l'étudiaient avec une intensité troublante. « Alors, c'est la conservatrice parisienne qui a conquis notre Antoine », commenta-t-il dans un français impeccable. Choix intéressant. Avant que Gabrielle ne puisse répondre, une femme élégante portant un foulard de soie se joignit au groupe. « Gabrielle, voici ma sœur, Marie », présenta Antoine. Contrairement à Étienne, Marie embrassa chaleureusement Gabrielle. « Je rencontre enfin la femme qui a fait sourire mon frère à nouveau, » dit-elle. « Venez, je dois vous montrer quelque chose. » Marie conduisit Gabrielle vers une zone plus calme du salon, où une ancienne tapisserie provençale était exposée. « Cette pièce appartenait à notre grand-mère, » expliqua-t-elle. Elle disait toujours que chaque fil raconte une histoire, chaque motif cache un secret. « C'est magnifique », admira Gabrielle les détails complexes du travail. « Gabrielle », Marie baissa la voix, son ton devenant plus sérieux. « Je dois vous dire quelque chose à propos d'Antoine, à propos de notre famille. » À ce moment-là, elles furent interrompues par un brouhaha croissant dans le salon. Un groupe d'hommes en costume était arrivé, causant une agitation visible. Gabrielle remarqua Antoine tendu en les saluant. « Qui sont-ils » demanda-t-elle à Marie. « Des représentants du consortium Rivière », répondit Marie, sa voix tendue. « Ils ont des intérêts dans les affaires de la famille. Gabrielle, vous devez comprendre qu'en épousant Antoine, vous entrerez dans un monde très complexe. Que voulez-vous dire ? Tout dans l'Empire Lefebvre n'est pas ce qu'il semble. Il y a des gens qui... » Marie s'arrêta brusquement lorsqu'Étienne s'approcha. « Marie, votre frère a besoin de vous, » dit-il, son ton ne laissant pas place à la discussion. Après que Marie se soit éloignée, Étienne tourna son attention vers Gabrielle. « Mademoiselle Dupont, permettez-moi d'être direct. Vous êtes sans aucun doute une professionnelle talentueuse, mais ce monde, notre monde, a ses propres règles, des traditions qui doivent être respectées. Je suis parfaitement consciente des différences culturelles, monsieur Moreau, répondit Gabrielle, gardant son sang-froid. Non, vous ne l'êtes pas, rétorqua-t-il doucement. Antoine peut sembler être un homme moderne, occidentalisé, mais il porte des responsabilités que vous pouvez à peine imaginer. Il y a des attentes concernant son avenir. Gabrielle sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre d'attente ? Le genre qui ne correspond pas à une conservatrice de musée parisienne, répondit-il, son ton maintenant plus doux, presque paternel. Il est encore temps de reconsidérer avant que les choses ne deviennent compliquées. Avant que Gabrielle ne puisse répondre, Antoine réapparut, son visage marqué par l'inquiétude. « Tout va bien ici ?»« Parfaitement, » sourit Étienne, se transformant instantanément. « Je souhaitais simplement la bienvenue à votre fiancé. » Alors que la soirée avançait, Gabrielle observait les interactions autour d'elle avec un regard neuf. Elle remarquait les regards échangés, les gestes subtils, les conversations chuchotées. Dans un coin,
elle vit les hommes du consortium Riviera dans une discussion animée avec Antoine. Ne les laissez pas vous effrayer. Marie était réapparue à ses côtés. Antoine est plus fort qu'il ne le pense. Et maintenant, il vous avoue. Marie, qu'alliez-vous me dire tout à l'heure? La sœur d'Antoine hésita, regardant autour d'elle avec prudence. Simplement, restez vigilante, gardez les yeux ouverts. Et si quelque chose vous semble étrange, faites confiance à votre instinct. Le reste de la soirée se déroula comme un rêve nébuleux. Gabriel se vit présenter à des dizaines de personnes importantes, chacune avec son propre ensemble de sourires énigmatiques et de paroles soigneusement choisies. De retour à l'hôtel, tandis qu'Antoine prenait un appel important dans son bureau, Gabriel se tenait sur le balcon de leur suite, observant les lumières de Marseille. La bague à son doigt brillait sous les lumières de la ville, belle et lourde à la fois. Comme la tapisserie de la grand-mère d'Antoine, sa nouvelle vie semblait tissée de fils d'or et de mystères, chaque motif cachant une histoire qu'elle devait encore découvrir. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Toutes les histoires d'amour n'ont pas une fin heureuse sur la côte d'Azur. Méfiez-vous des sables mouvants. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs pour le mariage. Gabriel avait demandé un congé au musée d'Orsay et partageait maintenant son temps entre Paris et Marseille, plongé dans un monde de planificateurs d'événements, de stylistes et de protocoles qui lui faisaient tourner la tête. Dans son appartement à Paris, en organisant ses affaires pour le déménagement définitif, Gabriel trouva un ancien journal intime de sa grand-mère. Entre ces pages, une phrase soulignée attira son attention. « Le véritable amour est comme l'art rare. Plus il est précieux, plus il est convoité par d'autres. » Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Marie. « Gabriel, je dois vous dire quelque chose. » La voix de Marie semblait tendue. « Antoine a eu une consultation médicale hier. »« Une consultation? Il ne m'a rien dit. »« Exactement. Il ne veut inquiéter personne, mais... » Marie fit une pause. « J'ai trouvé des examens sur son bureau, quelque chose à propos de son cœur. » Gabriel sentit son propre cœur se serrer. « Quel genre d'examen? »« Je n'ai pas pu bien voir, mais j'ai vu le mot cardiomyopathie. Gabriel, vous devez lui parler. Il cache toujours quand quelque chose ne va pas. » Après avoir raccroché, Gabriel resta à regarder la ville à travers sa fenêtre. Paris semblait différente maintenant, comme si elle lui disait adieu. Un mouvement dans la rue attira son attention. Un homme en costume sombre photographiait l'immeuble. Quand il s'aperçut qu'elle l'observait, il disparut rapidement. À Marseille, quelques jours plus tard, Gabriel trouva Antoine dans son bureau privé de la Villa Lefebvre. Il était penché sur des documents, l'air fatigué. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des examens ?» demanda-t-elle sans détour. Antoine leva les yeux, surpris. « Qui? Peu importe. Pourquoi me caches-tu quelque chose comme ça ?» Il soupira, se levant pour l'embrasser. « Ce n'est rien de grave, ma chérie. Juste un bilan de routine. Antoine, si nous allons nous marier, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. »« Tu as raison, » admit-il, la guidant vers le canapé. « Les médecins ont trouvé une petite irrégularité. Rien de grave, mais je dois faire attention. C'est pour cela que je suis si concentré sur l'organisation de tout, pour m'assurer que tu sois protégé, que notre avenir soit assuré. » Gabriel remarqua un dossier sur le bureau portant le logo du consortium Riviera. « Et eux, ont-ils quelque chose à voir avec ça? Ce ne sont que des affaires. » Antoine détourna le regard. « Rien dont tu doives t'inquiéter. » Ce soir-là, lors du dîner avec la famille, Gabriel observait les interactions avec plus d'attention. Étienne était présent, comme toujours, chuchotant occasionnellement à l'oreille d'Antoine. Marie lançait des regards inquiets à son frère. « Le mariage aura lieu dans 3 jours, » annonça Étienne levant son verre. Un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille Lefebvre. « Et dans l'histoire du consortium, » compléta l'un des hommes présents, que Gabriel reconnut de l'exposition. Après le dîner, alors qu'il se promenait dans les jardins de la villa, Antoine semblait distant. « À quoi penses-tu » demanda Gabriel, entrelaçant ses doigts aux siens. « À quel point la vie est imprévisible » répondit-il, regardant les étoiles. « Il y a 1 an, j'étais perdu dans les chiffres et les affaires. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui donne un sens à tout cela. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu me caches quelque chose ?» Antoine s'arrêta, se tournant vers elle. « Il y a des choses dans mon monde, Gabriel, qui sont trop compliquées à expliquer. Des décisions que j'ai dû prendre, des accords que j'ai dû conclure. Mais je veux que tu saches d'une chose. Tout ce que j'ai fait, chaque choix, c'était en pensant à protéger ceux que j'aime. » « Me protéger de quoi, Antoine ?»
Avant qu'il ne puisse répondre, Étienne apparut dans le jardin. « Antoine, appel urgent de Lyon !» Seul dans le jardin, Gabriel observa les ombres des cyprès danser sous la lumière de la lune. Le parfum des fleurs méditerranéennes se mêlait à quelque chose de plus lourd dans l'air, le poids des secrets non révélés. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. « Les dés sont jetés, l'échiquier est prêt. Prenez soin du roi, car le jeu ne fait que commencer. » Gabriel effaça le message, mais les mots continuaient à résonner dans son esprit. Dans 3 jours, elle ferait officiellement partie de la famille Lefebvre. Alors qu'elle regardait l'imposante villa devant elle, elle ne put s'empêcher de ressentir qu'elle entrait dans un jeu dont elle ne connaissait pas encore complètement les règles. Dans la chambre plus tard, elle trouva sur son lit un cadeau de Marie, un ancien amulette provençal de protection, avec un mot « Portez-le le jour du mariage, vous en aurez besoin ». Le matin précédant le jour du mariage, s'éveilla avec une agitation palpable dans la villa Lefebvre. Gabriel observait depuis le balcon de sa chambre le va-et-vient des employés, décorateurs et agents de sécurité. Le palais du Pharaon, choisi pour la cérémonie, était en cours de préparation pour ce qui promettait d'être l'événement de l'année à Marseille. Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Marie, portant une boîte ornée. « C'est la tradition que la mariée porte quelque chose de la famille du marié », expliqua-t-elle, ouvrant la boîte pour révéler un éblouissant collier de saphir et de diamants. Celui-ci appartenait à notre arrière-grand-mère. On dit qu'il apporte chance et protection pour le mariage. Tandis que Marie aidait Gabriel à essayer le collier, la Française remarqua l'expression inquiète sur le visage de sa future belle-sœur. « Marie, que se passe-t-il réellement? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tout le monde me cache. » Marie hésita, ses doigts s'arrêtant sur le fermoir du collier. « Gabriel, vous devez comprendre. Le monde dans lequel vous entrez est complexe. La famille Lefebvre ne concerne pas seulement la richesse et l'art. Il y a des alliances, des accords, des attentes. Des attentes comme celles qu'Étienne a mentionnées? Oui, Marie soupira. Antoine, il a fait des choix ces dernières années que tous n'approuvent pas. Votre mariage avec lui est vu par certains comme un autre de ces choix controversés. Avant que Gabriel ne puisse en demander davantage, elles furent interrompues par l'arrivée d'une équipe de stylistes et de maquilleurs. Le reste de la matinée passa dans un tourbillon d'essayages de robes, d'ajustements de dernière minute et de répétitions de maquillage. L'après-midi, pendant un rare moment de solitude, Gabrielle décida d'explorer une partie de la villa qu'elle ne connaissait pas encore bien. Ses pas la menèrent à un couloir moins éclairé où d'anciens portraits de la famille Lefebvre ornaient les murs. En tournant un coin, Gabrielle se figea. Des voix exaltées venaient d'une pièce proche. Elle reconnut immédiatement la voix d'Antoine. « Vous ne pouvez pas changer les termes maintenant », disait-il clairement frustré. « Les circonstances ont changé, Antoine », répondit une voix que Gabriel identifia comme étant celle d'un des membres du consortium. « Avec votre état de santé, nous avons besoin de garanties supplémentaires. »« Ma santé ne vous regarde pas, » rétorqua Antoine. « L'accord reste tel qu'il est. Réfléchissez bien, mon jeune ami. » C'était la voix d'Étienne maintenant. « Il y a beaucoup en jeu ici. Votre fiancé, votre famille. Vous avez des responsabilités. » Gabriel recula silencieusement, son cœur battant la chamade. Quel était cet accord? Et pourquoi la mention de sa santé semblait-elle si cruciale? De retour dans sa chambre, Gabriel trouva sur son lit un petit paquet enveloppé de papier de soie. À l'intérieur, il y avait une broche ancienne avec une note. « Portez ceci demain. C'était à ma mère. Pour votre protection. » Ah. En examinant la broche, Gabriel remarqua un petit compartiment caché. À l'intérieur, une puce électronique. Intriguée et un peu effrayée, elle rangea soigneusement la broche. Le soir, pendant le dîner de répétition, Gabriel observait Antoine avec un regard neuf. Il semblait tendu, échangeant des regards significatifs avec Étienne et d'autres membres du consortium présents. Cependant, quand leurs yeux se rencontraient, il souriait comme s'il voulait l'assurer que tout allait bien. Après le dîner, Antoine l'emmena faire une promenade dans les jardins illuminés de la villa. « Demain, à cette heure-ci, vous serez ma femme, » dit-il, sa voix mêlant joie et une pointe de « peur ?»« Antoine !» Gabriel s'arrêta, tenant ses mains. « Je sais qu'il y a des choses que vous ne me dites pas. J'ai entendu votre conversation aujourd'hui. À propos de votre santé, d'un certain accord. » Le visage d'Antoine se durcit un moment, avant de s'adoucir. « Gabriel, mon amour, il y a des choses dans mon monde qui sont
compliqué. Les affaires, la politique, les traditions. Mais je veux que vous sachiez une chose. Tout ce que je fais, chaque décision que je prends, c'est pour protéger ceux que j'aime. Surtout vous. Mais pourquoi ai-je besoin de protection? De qui? Antoine regarda autour de lui comme pour vérifier s'ils étaient vraiment seuls. Il y a des gens qui voient notre mariage comme une menace pour leurs intérêts. Des gens puissants. Mais je vous promets, après-demain, quand nous serons mari et femme, je vous dirai tout. Faites-moi confiance jusque-là. Gabrielle acquiesça, encore incertaine. Antoine l'étreignit fortement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. De retour dans sa chambre, se préparant à dormir, Gabrielle réfléchissait aux événements de la journée. Le collier de Marie, la broche d'Antoine, les conversations chuchotées, les menaces voilées. Chaque pièce semblait faire partie d'un puzzle plus grand qu'elle n'arrivait pas encore à déchiffrer. Son téléphone vibra avec un dernier message de la journée, du numéro inconnu. La nuit la plus sombre précède l'aube. Soyez prête pour ce que le soleil révélera. Gabrielle regarda par la fenêtre, observant les lumières de Marseille au loin. Demain, elle se marierait. Demain, elle deviendrait officiellement membre de la famille Lefebvre. Demain, peut-être, tous les secrets seraient enfin révélés. Mais tandis que le sommeil l'enveloppait, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander: marchait-elle vers son conte de fées ou vers un piège doré? L'aube à Marseille apporta avec elle une agitation frénétique. Le palais du Pharaon, avec son architecture imposante et ses jardins luxuriants, était transformé en un décor de conte de fées. Des fleurs exotiques, des tapisseries dorées et des cristaux scintillants ornaient chaque espace, créant une ambiance de luxe et de romance qui semblait sortie des 1001 nuits. Gabrielle se réveilla tôt, un mélange d'anxiété et d'excitation faisant battre son cœur à toute allure. Alors qu'une équipe de stylistes et de maquilleurs envahissait sa chambre, elle essayait de traiter tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Les paroles de Marie, les conversations secrètes d'Antoine, les messages mystérieux, tout semblait un rêve lointain face à la réalité du jour de son mariage. « Êtes-vous prête à devenir une princesse ?» plaisanta l'une des maquilleuses, appliquant de l'ombre dorée sur ses yeux. Gabrielle força un sourire, pensant à quel point sa vie à Paris semblait si lointaine maintenant. Il y a à peine quelques mois, elle n'était qu'une conservatrice de musée et maintenant elle était sur le point d'épouser l'un des hommes les plus puissants de la Méditerranée. Marie entra dans la chambre, radieuse dans une robe traditionnelle provençale. « Oh, Gabrielle, vous êtes éblouissante !» s'exclama-t-elle, embrassant sa future belle-sœur. Puis, baissant la voix, elle ajouta: « Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. Gardez les yeux ouverts. » Pendant que les derniers préparatifs étaient faits, Gabrielle regarda la broche qu'Antoine lui avait donnée, maintenant délicatement attachée à son voile. Le petit compartiment secret semblait peser une tonne, gardant des secrets qu'elle ne comprenait pas encore. Au palais du Pharaon, les invités du monde entier commençaient à arriver. Diplomates, hommes d'affaires, célébrités et magnates se mêlaient dans une mer de tenues traditionnelles et de robes haute couture. La presse internationale s'agglutinait aux limites autorisées, avide de capturer chaque détail du mariage de l'année. Antoine, dans son costume traditionnel blanc et or, attendait anxieusement dans la salle principale. Étienne était à ses côtés, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Les yeux d'Antoine balayaient la foule, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Finalement, le moment arriva. Les portes s'ouvrirent et Gabrielle entra, éblouissante dans sa robe de mariée, une fusion parfaite entre le style occidental et les détails de la tradition méditerranéenne. Un murmure d'admiration parcourut la salle. Alors qu'elle remontait l'allée, Gabrielle remarqua des regards mélangés dans l'assemblée. Certains d'admiration, d'autres de curiosité et certains de désapprobation à peine dissimulée. Les membres du consortium Riviera, en particulier, semblèrent l'observer avec un intérêt qui allait au-delà de la simple curiosité. En arrivant à l'hôtel, les yeux de Gabrielle rencontrèrent ceux d'Antoine. Pendant un moment, tout le tumulte autour disparut. Il y avait de l'amour là, authentique et profond, mais aussi de la peur, de l'inquiétude. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Des vœux furent échangés, des alliances furent passées, et sous les regards de centaines d'invités, Gabrielle et Antoine furent déclarés mari et femme. Pendant la réception qui suivit, alors qu'ils circulaient parmi les invités, Gabrielle remarqua qu'Antoine était de plus en plus tendu. Il vérifiait constamment sa montre, échangeait des regards significatifs avec Étienne et semblait distrait. « Tout va bien ?» murmura-t-elle pendant une danse. « Bien sûr, mon amour »,
répondit-il, forçant un sourire. Juste impatient d'être seul. Mais Gabriel pouvait sentir qu'il y avait plus, beaucoup plus. À mesure que la nuit avançait, la tension dans l'air semblait augmenter. Gabriel remarqua des mouvements étranges parmi les agents de sécurité, des conversations chuchotées dans les coins, des regards nerveux échangés entre les membres de la famille Lefebvre. C'est alors qu'elle se préparait à couper le gâteau de mariage que tout changea. Un bourdonnement croissant commença à se répandre dans la fête. Les invités chuchotaient, regardant leur téléphone portable. Antoine fut rapidement entouré par Étienne et d'autres membres du consortium, leurs expressions graves. « Que se passe-t-il » demanda Gabriel, s'approchant du groupe. Antoine se tourna vers elle, son visage pâle. « Gabriel, mon amour, nous devons partir. Maintenant. » « Partir ? Mais la fête, il n'y a pas le temps pour des explications, » intervint Étienne, son ton urgent. « Vous devez partir immédiatement. » Avant que Gabriel ne puisse comprendre ce qui se passait, elle et Antoine étaient escortés hors de la salle par un cordon de sécurité. Les invités observaient, confus et alarmés. Dans la voiture, alors qu'ils étaient rapidement emmenés loin du palais, Gabriel put enfin demander « Antoine, que se passe-t-il ? S'il te plaît, dis-moi la vérité. » Antoine prit ses mains dans les siennes, ses yeux pleins d'inquiétude et de culpabilité. « Gabriel, il y a des choses sur ma vie, sur mes affaires, que je ne t'ai pas dites. Des choses qui peuvent nous mettre en danger. Mais je promets, je vais tout expliquer. Maintenant, nous devons arriver à l'aéroport. Nous devons quitter Marseille. Immédiatement. » Alors que la voiture traversait les rues de Marseille à grande vitesse, Gabriel regarda par la fenêtre, voyant les lumières de la ville qu'elle avait à peine eu le temps de connaître. Le jour qui devait être le plus heureux de sa vie s'était transformé en le début d'un voyage vers l'inconnu. La broche sur son voile semblait peser encore plus maintenant. Quel secret gardait-elle? Et où allait-il? Alors qu'ils approchèrent de l'aéroport privé, Gabriel ne pouvait s'empêcher de penser. Ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le jet privé de la famille Lefebvre fendait le ciel nocturne, laissant derrière lui les lumières scintillantes de Marseille. Gabriel, toujours dans sa robe de mariée, regardait par la fenêtre, essayant de comprendre les événements vertigineux des dernières heures. À ses côtés, Antoine parlait rapidement au téléphone en arabe, sa voix tendue et basse. « Où allons-nous » demanda Gabriel quand il raccrocha enfin. Antoine soupira, passant la main dans ses cheveux. « Corse, nous avons une propriété isolée là-bas. Nous serons en sécurité pour l'instant. » « En sécurité de quoi, Antoine? Que se passe-t-il » Il prit les mains de Gabriel dans les siennes, ses yeux reflétant un mélange d'amour et d'inquiétude. « Gabriel, pardonne-moi de t'avoir impliqué dans tout ça. J'aurais dû être honnête dès le début. » Antoine commença alors à révéler une histoire qui semblait sortie d'un thriller d'espionnage. L'Empire Lefebvre, expliqua-t-il, ne concernait pas seulement l'art et les affaires légitimes. Il y avait un réseau complexe de transactions, certaines à la limite de la légalité, impliquant des gouvernements, des entreprises et des individus puissants dans toute la Méditerranée et au-delà. Le consortium Riviera, poursuivit Antoine, n'est pas qu'un groupe d'investisseurs, ce sont des facilitateurs, des intermédiaires dans des affaires que beaucoup préfèrent garder dans l'ombre. « Et tu fais partie de ça ?» demanda Gabriel, sa voix dissimulant à peine le choc. « Pas par choix, » répondit Antoine, la culpabilité évidente dans sa voix. « Quand mon père est décédé, j'ai hérité non seulement de ses affaires légitimes, mais aussi de ses obligations. J'ai essayé de changer les choses, de rediriger notre influence vers des causes plus nobles, mais tous n'ont pas approuvé mes décisions. » Gabriel se souvint des conversations chuchotées, des regards méfiants. « C'est pour ça que certains voyaient notre mariage comme une menace ?» « Exactement, Antoine acquiesça. Tu représentes un changement, une connexion avec l'Occident que certains craignent. De plus, il hésita. Il y a des informations, des documents que mon père a laissés. Des informations qui pourraient déstabiliser des gouvernements, ruiner des empires commerciaux. La puce électronique dans la broche, murmura Gabriel, comprenant soudainement. Antoine confirma d'un signe de tête. C'est la clé pour accéder à ces données. Je prévoyais d'utiliser ces informations pour négocier notre sortie de ce monde, pour commencer une nouvelle vie loin de tout ça. Mais quelqu'un l'a découvert. Qui? Je n'en suis pas sûr, admit Antoine. Ça pourrait être quelqu'un du consortium, un gouvernement étranger ou même... Un soudain soubresaut interrompit sa phrase. L'avion commença à trembler violemment.
Que se passe-t-il? Cria Gabriel s'accrochant à son siège. Antoine courut vers le cockpit, revenant quelques secondes plus tard, le visage pâle. Nous perdons de l'altitude. Vite, mets ça. Il tendit à Gabriel un gilet de sauvetage et un parachute, l'aidant à les enfiler par-dessus sa robe de mariée. Antoine, je n'ai jamais... Pas le temps d'expliquer. Fais-moi confiance, d'accord? Quand je te le dirai, tire sur cette corde, instruisit-il, indiquant le cordon du parachute. Les moments suivants furent un tourbillon de panique et d'adrénaline. La porte de l'avion s'ouvrit, le vent hurlant furieusement. Gabriel sentit Antoine l'étreindre par derrière. « Ensemble !» cria-t-il à son oreille. « À 3, 1, 2, 3 !» Ils sautèrent dans l'obscurité de la nuit. Gabriel sentit l'air glacé frapper son visage alors qu'il tombait. Des secondes qui semblèrent une éternité passèrent avant qu'Antoine ne tire le cordon et le parachute s'ouvrit avec un claquement, ralentissant leur chute. En dessous d'eux, la mer Méditerranée s'étendait, noire et vaste. Au loin, Gabriel vit une petite île émerger des eaux. « Là !» cria Antoine, pointant du doigt. « Nous devons l'atteindre. » Ils atterrirent dans les eaux tièdes, à quelques centaines de mètres de la plage. Nageant avec difficulté, toujours vêtus de leurs habits de mariage trempés, ils atteignirent finalement le sable. Épuisés, Gabriel et Antoine s'effondrèrent sur la plage, haletant. Au loin, ils entendirent une explosion. Le jet, maintenant juste un point lumineux à l'horizon, disparut dans une boule de feu. « Mon Dieu !» murmura Gabriel, la réalité de la situation la frappant enfin. Antoine l'étreignit, ses yeux fixés sur l'endroit où l'avion avait disparu. « Ce n'était pas un accident, » dit-il sombrement. « Quelqu'un ne veut pas que nous atteignions la Corse. Quelqu'un qui sait pour la puce électronique. » Gabriel toucha la broche, toujours miraculeusement attachée à son voile. « Que faisons-nous maintenant ?» Antoine se leva, l'aidant à se mettre debout. « D'abord, nous devons découvrir où nous sommes. Ensuite, trouver un moyen de sortir d'ici sans être détecté. » Il la regarda, ses yeux pleins de détermination et de remords. « Gabriel, je suis désolé pour tout ça. Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. » Elle prit son visage entre ses mains. « Nous sommes ensemble dans cette histoire maintenant. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens ?» Alors qu'ils marchaient le long de la plage, à la recherche d'un signe de civilisation, Gabriel ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé drastiquement en quelques heures. De conservatrice d'art à épouse d'un magnate et maintenant, fugitive sur une île inconnue, portant des informations qui pourraient changer l'équilibre du pouvoir en Méditerranée. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés. Une nouvelle journée commençait, apportant avec elle des promesses de danger et de révélation que Gabriel pouvait à peine imaginer. Le soleil était déjà haut lorsque Gabriel et Antoine trouvèrent enfin des signes de civilisation. Après des heures de marche le long de la plage et à travers une dense végétation méditerranéenne, ils aperçurent un petit village de pêcheurs. Leurs vêtements de mariage, maintenant déchirés et sales, attiraient les regards curieux des habitants. « Où sommes-nous » demanda Gabriel à un vieil homme qui les observait avec intérêt. « Île de Porquerolles » répondit l'homme dans un français hésitant. « Côte d'Azur » Antoine laissa échapper un soupir de soulagement. « Au moins, nous sommes toujours en France. » Mais ce n'est pas l'île où nous aurions dû aller. Avec l'aide des habitants, le couple obtint des vêtements secs et un endroit pour se reposer, une petite cabane au bord de la mer. Pendant que Gabriel essayait de sécher sa robe de mariée, toujours avec la précieuse broche attachée, Antoine sortit pour tenter d'établir un contact avec quelqu'un de confiance. Des heures plus tard, il revint avec des nouvelles alarmantes. « Notre mort est annoncée dans le monde entier », dit-il, montrant à Gabriel les gros titres sur son téléphone récemment acquis. Le jet de la famille Lefebvre s'est écrasé en Méditerranée. Aucun survivant trouvé. « C'est bon pour nous, non ?» demanda Gabriel, essayant de comprendre l'information. « Ceux qui ont essayé de nous tuer croient avoir réussi. »« Oui et non », répondit Antoine, s'asseyant à côté d'elle sur le lit improvisé. « Ça nous donne un peu de temps, mais ça complique aussi les choses. Nous ne pouvons pas simplement réapparaître sans éveiller les soupçons. » Gabriel toucha la broche, maintenant cachée dans une poche intérieure de ses nouveaux vêtements. « Et ça, qu'y a-t-il exactement sur cette puce électronique ?» Antoine hésita avant de répondre. « C'est un fichier crypté. Il contient les détails de toutes les transactions du consortium Riviera des 30 dernières années. Nom, date, montant. Suffisamment pour faire tomber des gouvernements et détruire des fortunes. Pourquoi ton père t'a-t-il laissé ça ?
Je pense qu'il voulait que je l'utilise comme une police d'assurance, expliqua Antoine. Un moyen de protéger la famille si les choses tournaient mal. Mais moi, j'y ai vu une opportunité de faire quelque chose de plus grand, d'exposer la corruption et peut-être de changer les choses. Gabriel prit la main d'Antoine, sentant le poids de la situation. Et maintenant, nous devons atteindre un endroit sûr où nous pourrons accéder à ces informations et les déchiffrer. J'ai un contact à Genève qui peut nous aider. Mais y arriver sans être détecté sera compliqué. Dans les jours qui suivirent, Gabriel et Antoine planifièrent soigneusement leur fuite. Utilisant des ressources limitées et comptant sur la bonne volonté des habitants locaux, ils réussirent à organiser un petit bateau de pêche. La veille de leur départ, alors qu'ils observaient le coucher de soleil sur la plage, Gabriel ne put s'empêcher de réfléchir au revirement de sa vie. « Tu sais, dit-elle doucement, quand je rêvais de ma lune de miel, ce n'était pas exactement ce que j'avais en tête. » Antoine rit, l'enlaçant. « Je te promets de te le faire oublier quand tout cela sera terminé. 1 mois à Paris, à visiter chaque musée et galerie de la ville. »« Si nous survivons à tout ça, murmura Gabriel, nous allons survivre, affirma Antoine avec conviction. Et nous allons faire ce qu'il faut avec ces informations. Je te le promets. » À l'aube suivante, ils partirent silencieusement, naviguant sur les eaux calmes de la Méditerranée. Le plan était de sauter d'île en île jusqu'à atteindre un port plus important où ils pourraient prendre un vol pour Genève sans éveiller les soupçons. Le 3e jour de voyage, alors qu'ils s'approchaient d'une île plus grande, ils aperçurent un yacht luxueux ancré dans une baie isolée. Gabriel sentit Antoine se tendre à côté d'elle. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, remarquant son expression inquiète. « Ce yacht, » murmura Antoine prenant des jumelles. « Je le reconnais. Il appartient à Rémi Durand, l'un des membres les plus influents du consortium. »« Ils nous ont retrouvés » demanda Gabriel, la peur évidente dans sa voix. « Non, ça ne peut pas être ça, » répondit Antoine, toujours en observant le yacht. « C'est trop de coïncidences, à moins que... » À ce moment-là, ils entendirent le bruit d'un moteur s'approchant rapidement. Un hors-bord de haute puissance venait dans leur direction, fendant les eaux à une vitesse alarmante. « Gabriel, prends la broche et tiens-toi prête », ordonna Antoine, sa voix tendue. « Il se peut que nous devions nager. » Alors que le hors-bord s'approchait, Gabriel serra fermement la broche, sentant le poids des secrets qu'elle portait. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. L'aventure qui avait commencé par un mariage de conte de fées s'était transformée en une dangereuse chasse à travers la Méditerranée. Et maintenant, avec des ennemis s'approchant rapidement, Gabriel et Antoine s'apprêtaient à découvrir jusqu'où ils devraient aller pour protéger non seulement leur vie, mais aussi les vérités explosives qu'ils portaient avec eux. Le hors-bord s'approchait rapidement, le rugissement de son moteur résonnant sur les eaux calmes. Gabriel et Antoine échangèrent des regards tendus, sachant que les prochains moments seraient cruciaux. « Si nous devons sauter, nage vers cette crique », instruisit Antoine, pointant vers une petite plage entourée de rochers sur l'île proche. « Ne regarde pas en arrière, nage juste aussi vite que tu peux. » Gabriel acquiesça, son cœur battant la chamade. La broche, maintenant fermement attachée à son haut improvisé, semblait peser 1 tonne. Le hors-bord les atteignit enfin, tournant autour de leur petit bateau de pêche. 3 hommes, à l'apparence sévère, les fixaient, des armes bien visibles. Antoine Lefebvre, une voix familière résonna. C'était Rémi Durand, le membre du consortium qu'Antoine avait mentionné. « Vous nous avez fait une belle frayeur. Nous pensions que vous étiez mort. »« Rémi, » répondit Antoine, essayant de garder son calme. « Quelle surprise de vous trouver ici. Nous étions juste en train de profiter de notre lune de miel. » Rémi rit, un son froid et sans humour. « Lune de miel ? Au milieu de nulle part, sur un bateau de pêche ? Allons Antoine, vous pouvez faire mieux que ça. » Les yeux de Rémi se tournèrent vers Gabriel, l'examinant de haut en bas. « Et voici donc la fameuse conservatrice parisienne. Félicitations, c'est une belle acquisition, bien que je pense qu'elle ne sait pas exactement dans quoi elle s'est embarquée, n'est-ce pas ?» Gabriel sentit un frisson parcourir son échine, mais resta ferme. « Je sais exactement où je suis et avec qui je suis, monsieur Durand. »« Intéressant, » murmura Rémi. « Alors j'imagine qu'il vous a parlé du petit cadeau que son père a laissé, ce qui nous amène à la raison de cette réunion inattendue. » Antoine fit un pas en avant, se plaçant partiellement devant Gabriel. « Il n'y a rien à discuter, Rémi. Ce que mon père a laissé, il me l'a laissé à moi. »« Ah, mais il y a beaucoup à discuter, » rétorqua Rémi, son ton devenant plus dur. « Ces informations ne vous appartiennent pas seulement, Antoine.
Elles appartiennent au consortium, et nous les voulons en retour. Et si je refuse, défia Antoine. Le sourire de Rémi disparut. Alors, malheureusement, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. À ce moment-là, l'un des hommes sur le hors-bord pointa son arme directement sur Gabriel. Le temps sembla se figer. « Dernière chance, Antoine, » dit Rémi. « Remettez-nous la puce électronique, et nous vous laisserons, vous et votre charmante épouse, continuer votre lune de miel. » Gabriel sentit Antoine se tendre à côté d'elle. Elle savait qu'il envisageait toutes les options, calculant les risques. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle prit une décision. D'un geste rapide, Gabriel arracha la broche de ses vêtements et la leva en l'air. « C'est ça que vous cherchez !» cria-t-elle, sa voix étonnamment ferme. Tous les regards se tournèrent vers elle. Antoine la regarda, choqué. « Gabriel, que fais-tu » murmura-t-il urgemment. L'ignorant, Gabriel continua s'adressant à Rémi. « Vous voulez ça? Venez le chercher. » Et sur ces mots, elle lança la broche aussi loin qu'elle le pouvait dans les eaux cristallines. Le chaos s'installa immédiatement. Rémi cria des ordres à ses hommes pour qu'ils plongent après la broche. Antoine, profitant de la confusion, saisit Gabriel par la taille et sauta du bateau. L'eau froide les enveloppa, alors qu'ils nageaient furieusement vers la crique qu'Antoine avait indiquée précédemment. Des coups de feu résonnèrent derrière eux, les balles frappant l'eau dangereusement près. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent enfin les rochers de la crique, se traînant hors de l'eau, haletants et épuisés. « Tu es folle », parvint enfin à dire Antoine, entre deux respirations lourdes. Cette broche était notre seul avantage. Gabriel sourit malgré la situation. Non, ce n'était pas le cas. Elle sortit un petit objet de l'intérieur de son haut. C'était la puce électronique, soigneusement retirée de la broche avant de la jeter à la mer. Les yeux d'Antoine s'élargirent de compréhension et d'admiration. « Tu es incroyable. »« Merci, » répondit-elle. « Maintenant, que dirais-tu de sortir d'ici avant qu'ils ne réalisent qu'ils plongent après une broche vide ?» Antoine acquiesça, l'aidant à se relever. Ils coururent vers la végétation dense de l'île, le bruit des moteurs au loin indiquant que la recherche pour les retrouver commencerait bientôt. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, Gabriel ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé. De conservatrice d'art à Paris à fugitive sur une île méditerranéenne, portant des secrets qui pourraient changer l'équilibre du pouvoir en Méditerranée. Une chose était certaine, leur lune de miel était loin d'être terminée et les dangers qu'ils allaient affronter ne faisaient que commencer. Mais avec Antoine à ses côtés et la précieuse puce électronique en sécurité, Gabriel sentit une détermination renouvelée. Il survivrait à cela, et peut-être, juste peut-être, pourrait-il changer le monde dans le processus. La densité de la végétation méditerranéenne engloutissait Gabriel et Antoine tandis qu'ils s'enfonçaient de plus en plus dans l'île inconnue. La chaleur humide et étouffante rendait chaque pas difficile, et les sons de la forêt, oiseaux exotiques, cigales stridentes et le bruissement occasionnel de quelque chose non identifié créaient une atmosphère de tension constante. « Nous devons trouver de l'eau », dit Antoine, sa voix rauque. Des heures s'étaient écoulées depuis qu'ils s'étaient échappés de la plage et la déshydratation commençait à devenir une préoccupation réelle. Gabriel acquiesça, essayant d'ignorer la fatigue qui pesait sur ses membres. « Tu penses qu'ils nous cherchent encore ?» Comme pour répondre à sa question, le son lointain de moteur leur parvint. Antoine tira Gabriel derrière un large arbre, la gardant proche tandis qu'ils observaient le ciel à travers la canopée. Un hélicoptère passa au-dessus d'eux, son bruit étouffé par la végétation dense. « Ça répond à ta question », murmura Antoine. « Ils n'abandonneront pas facilement. » Ils continuèrent leur progression, maintenant avec une prudence redoublée. La puce électronique, désormais gardée dans un petit sac imperméable improvisé qu'Antoine portait, semblait peser des tonnes avec la responsabilité qu'elle portait. Après ce qui sembla des heures, le bruit d'eau courante parvint à leurs oreilles. Suivant le son, ils trouvèrent un ruisseau cristallin serpentant entre les rochers. « Dieu merci », soupira Gabriel, s'agenouillant pour boire avidement. Antoine la rejoignit, mais ses yeux restaient en alerte, scrutant les alentours. « Nous devons réfléchir à notre prochaine étape. Nous ne pouvons pas errer sur cette île indéfiniment. » Gabriel se releva, essuyant sa bouche. « Peut-être devrions-nous essayer d'atteindre l'autre côté de l'île. Il pourrait y avoir un village de pêcheurs, comme sur l'autre île. » Antoine considéra l'idée un moment.
C'est risqué, mais ça pourrait être notre meilleure option, si nous pouvions trouver un bateau. Leur planification fut interrompue par un bruit soudain venant des buissons proches. Tous deux se figèrent, échangeant des regards tendus. Était-ce un animal ou... La réponse vint sous la forme d'une silhouette émergeant de la végétation. À la surprise de Gabriel et Antoine, ce n'était pas l'un des hommes de Rémi, mais une jeune femme locale, pas beaucoup plus âgée que Gabriel. Elle les regardait avec un mélange de curiosité et de prudence. « Qui êtes-vous » demanda la jeune femme dans un français hésitant. Antoine fit un pas en avant, gardant les mains visibles en signe de paix. « Nous sommes des touristes. Nous nous sommes perdus. Pouvez-vous nous aider ?» La jeune femme les étudia longuement avant de répondre. « Vous n'êtes pas des touristes ordinaires. J'ai vu l'hélicoptère. Vous fuyez quelque chose. » Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Si cette fille savait qu'ils étaient recherchés, combien de temps faudrait-il avant que d'autres ne le découvrent? « S'il vous plaît, » implora Gabriel, faisant un pas en avant. « Nous avons besoin d'aide. C'est compliqué à expliquer, mais nous sommes en danger. » L'expression de la jeune femme s'adoucit un peu. « Je m'appelle Margot. Venez avec moi. Je connais un endroit sûr. » Échangeant des regards rapides, Gabriel et Antoine décidèrent de faire confiance à la jeune femme. Ils suivirent Margot sur un chemin presque invisible dans la forêt dense, montant de plus en plus haut sur le flanc de l'île. Après une marche épuisante, ils arrivèrent dans une petite clairière où une cabane rustique se dressait, presque camouflée par la végétation. « C'est mon refuge secret », expliqua Margot, les guidant à l'intérieur. « Je viens ici quand j'ai besoin d'échapper au village. » L'intérieur de la cabane était simple, mais accueillant. Margot leur offrit de l'eau fraîche et des fruits, que Gabriel et Antoine acceptèrent avec gratitude. « Maintenant, » dit Margot, s'asseyant sur un tabouret en bois, « peut-être pourriez-vous me dire la vérité sur qui vous êtes et pourquoi vous fuyez ?» Antoine hésita, échangeant un regard avec Gabriel. Jusqu'où pouvait-il faire confiance à cet inconnu? Gabriel, suivant son instinct, décida de prendre le risque. « Je m'appelle Gabriel et voici Antoine. Nous sommes, supposés être morts. » Les yeux de Margot s'écarquillèrent de surprise. « Morts ? C'est une longue histoire, » intervint Antoine. « Mais pour résumer, nous avons des informations que des personnes puissantes veulent, des informations qui peuvent changer beaucoup de choses dans le monde. » Margot les étudia longuement avant de parler. « Cette île n'est pas ce qu'elle paraît. Il y a des histoires, des légendes sur des secrets cachés ici depuis des siècles. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivés ici. » Gabriel et Antoine échangèrent des regards intrigués. Que pouvait bien cacher d'autre cette île mystérieuse? « Margot » demanda prudemment Gabriel, « que savez-vous exactement sur cette île ?» La jeune femme se leva, se dirigeant vers un petit coffre dans le coin de la cabane. « Laissez-moi vous montrer quelque chose que peu de gens en dehors de ma famille ont vu. » Tandis que Margot ouvrait le coffre, Gabriel sentit Antoine lui prendre la main, la serrant doucement. Quel que soit le secret que cette île gardait, ils l'affronteraient ensemble. Le bruit de l'hélicoptère résonna à nouveau au loin, leur rappelant que le danger était toujours proche. Mais pour un moment, dans la sécurité de la petite cabane, Gabriel se permit de ressentir une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, avaient-ils trouvé non seulement un refuge, mais aussi une clé pour déchiffrer les mystères qui les entouraient. Margot sortit du coffre un objet enveloppé dans un tissu décoloré. Avec un soin révérencieux, elle le déplia, révélant un ancien parchemin jauni par le temps. « Cette carte, » commença-t-elle, sa voix basse comme si elle partageait un secret sacré, « est transmise dans ma famille depuis des générations. On dit qu'elle montre le chemin vers un trésor caché sur l'île. Pas de l'or ou des bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. » Gabriel et Antoine se penchèrent pour examiner la carte. Des traits complexes délimitèrent le contour de l'île, marqués de symboles étranges et d'inscriptions dans une langue qu'aucun des deux ne reconnaissait. « Quel genre de trésor ?» demanda Antoine, son intérêt clairement éveillé. Margot traça doucement les lignes de la carte du doigt. La légende parle d'un ancien artefact apporté sur cette île il y a des siècles par un sage fuyant la persécution. On dit qu'il contient des connaissances capables de changer l'équilibre du monde. Gabriel et Antoine échangèrent des regards significatifs. La similitude avec leur propre situation était impossible à ignorer. « Margot » commença Gabriel avec hésitation. « Que sait-on de ce sage? D'où venait-il » La jeune femme locale sourit mystérieusement. « Les histoires varient, mais beaucoup pensent qu'il venait du Moyen-Orient.
apportant avec lui des secrets que les puissants voulaient faire taire. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. « Ça ne peut pas être une coïncidence », murmura-t-il à Gabriel. « Vous pensez qu'il y a un lien avec les informations que vous portez ?» demanda Margot, sa perspicacité surprenant le couple. Gabriel acquiesça lentement. « C'est possible. La puce électronique que nous avons contient des informations remontant à des décennies de transactions secrètes en Méditerranée. Mais si l'origine de tout cela était beaucoup plus ancienne ?» Antoine sortit la puce électronique, la regardant d'un œil nouveau. « Mon père disait toujours que notre héritage était plus ancien et plus important que je ne pouvais l'imaginer. J'ai toujours pensé qu'il parlait des affaires de la famille, mais s'il parlait de quelque chose de beaucoup plus grand ?» compléta Gabriel, l'excitation évidente dans sa voix. Margot déroula complètement la carte sur le sol de la cabane. « Si vous êtes prêts, je peux vous guider. Le chemin n'est pas facile, et il y a des dangers au-delà des hommes qui vous poursuivent. » Antoine hésita, regardant Gabriel. « C'est risqué. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur la recherche d'un moyen de quitter l'île. » Gabriel, cependant, sentait une conviction grandir en elle. « Antoine, réfléchis bien. Et si c'était la raison pour laquelle ton père t'a laissé ces informations? Et si tout cela faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous commençons à peine à comprendre ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, le bruit de moteur brisa le silence de la forêt. Ce n'était pas l'hélicoptère cette fois, mais des véhicules terrestres. « Ils se rapprochent », dit Margot en roulant rapidement la carte. « Nous devons décider maintenant, on reste ou on suit la carte ?» Gabriel et Antoine échangèrent un regard rapide, des années de confiance et d'amour condensées en un moment de compréhension mutuelle. « Suivons la carte », décida Antoine, aidant Margot à ranger ses affaires. Rapidement, le trio sortit de la cabane, plongeant dans la végétation dense. Margot menait le chemin, se déplaçant avec la grâce et l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de ce terrain. Alors qu'il s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'île, Gabriel ne put s'empêcher de penser à l'incroyable voyage qui les avait amenés jusqu'ici. D'une vie tranquille à Paris à une chasse au trésor sur une île méditerranéenne, portant des secrets qui pourraient changer le monde. Le bruit des moteurs s'éloignait de plus en plus à mesure qu'ils avançaient, mais Gabriel savait qu'ils ne pouvaient pas baisser leur garde. Rémi et ses hommes n'abandonneraient pas facilement. Et maintenant, avec la possibilité d'un trésor ancestral impliqué, les enjeux étaient encore plus élevés. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés visibles à travers la canopée des arbres, Margot les guida vers une formation rocheuse, couverte de mousse et de lianes. « Ici », dit-elle, pointant vers une ouverture presque invisible entre les rochers. « L'entrée des grottes anciennes, c'est ici que notre véritable voyage commence. » Gabriel sentit Antoine serrer sa main, un geste de réconfort et de détermination. Ensemble, ils firent un pas vers l'inconnu, prêts à affronter les secrets et les dangers qui les attendaient dans les profondeurs de l'île mystérieuse. Que trouveraient-ils là-dedans? Quelles anciennes vérités attendaient d'être révélées? Et comment ces révélations se connecteraient-elles aux secrets modernes qu'ils portaient dans la puce électronique? Alors qu'ils pénétraient dans l'obscurité de la grotte, Gabriel savait qu'ils étaient sur le point de découvrir des réponses qui pourraient changer non seulement leur vie, mais potentiellement le cours de l'histoire. L'obscurité de la grotte engloutit Gabriel, Antoine et Margot dès qu'ils entrèrent. L'air frais et humide contrastait fortement avec la chaleur étouffante de la forêt. Margot alluma une torche improvisée, illuminant les parois rocheuses couvertes de mousse et de formations calcaires. « Faites attention où vous marchez », avertit Margot, sa voix résonnant doucement. « Ces grottes sont anciennes et traîtresses. » Alors qu'ils avançaient, Gabriel remarqua d'étranges symboles gravés sur les parois. Certains rappelaient vaguement des hiéroglyphes égyptiens, d'autres ressemblaient davantage à l'écriture cunéiforme de Mésopotamie. C'était un mélange déconcertant de styles et d'époques. « Antoine », chuchota-t-elle, pointant vers les inscriptions, « tu reconnais quelque chose ?» Antoine fronça les sourcils, étudiant les symboles. « Certains semblent familiers. Ils rappellent des documents anciens que j'ai vus dans les archives de ma famille, mais d'autres, je n'ai jamais rien vu de tel. » Margot, qui était quelques pas devant, s'arrêta brusquement. « Regardez », dit-elle, levant la torche. Devant eux, la grotte s'ouvrait sur une vaste chambre. Au centre, un piédestal de pierre s'élevait, couvert d'inscriptions. Sur celui-ci reposait une boîte en métal vieillie, ornée de décorations complexes. « C'est ça », murmura Margot avec révérence, « le trésor de la légende. »
Antoine s'approcha prudemment du piédestal, examinant les inscriptions. Incroyable. Une partie est en ancien arabe. Ça parle de gardien d'une connaissance sacrée, transmise à travers les générations. Gabriel le rejoignit, son expertise en art ancien aiguisant ses sens. « Regarde ici », dit-elle en pointant une section des inscriptions. « Ça ressemble à un avertissement ?» Antoine acquiesça sombrement. Ça dit quelque chose comme « celui qui cherche la connaissance doit être prêt à en porter le poids. Car la vérité, une fois révélée, ne peut être défaite. » Un silence pesant tomba sur le trio alors qu'il contemplait le sens de ces mots. Gabriel sentit le poids de la puce électronique dans sa poche, lui rappelant à quel point ils étaient venus loin et les dangers qu'ils affrontaient encore. « Devons-nous l'ouvrir » demanda Margot, sa voix dissimulant à peine le mélange de peur et d'excitation. Antoine hésita, regardant Gabriel. « Qu'en penses-tu ? Nous sommes venus si loin. » Gabriel prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision. « Nous sommes venus chercher des réponses. Peut-être est-il temps de les affronter, quelles qu'elles soient. » Avec un hochement de tête, Antoine se tourna vers la boîte. Avec précaution, il souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un ensemble de parchemins anciens et, étonnamment, un appareil qui semblait étrangement moderne en comparaison. « C'est une sorte de lecteur ?» s'interrogea Gabriel, examinant l'objet. Antoine prit l'appareil, le tournant dans ses mains. On dirait qu'il a été conçu pour lire un type de support numérique. Mais comment est-ce possible? Ces artefacts doivent avoir des siècles. Un bruit lointain de pierres qui tombent fit sursauter les trois. « Nous ne sommes pas seuls », chuchota Margot, éteignant rapidement la torche. Dans l'obscurité soudaine, ils entendirent des voix se rapprocher. Gabriel en reconnut une immédiatement. C'était Rémi. « Ils nous ont suivis », murmura Antoine, sa voix tendue. « Nous devons sortir d'ici. »« Attends », dit Gabriel, une idée lui venant. « La puce électronique, et si elle était compatible avec ce lecteur ?» Antoine comprit immédiatement. Avec des mouvements rapides et silencieux, il inséra la puce électronique dans l'ancien appareil. À leur surprise et soulagement, l'appareil prit vie, projetant une douce lumière. Des images et du texte commencèrent à défiler dans la projection, un mélange d'informations anciennes et modernes. Les secrets enfouis depuis des siècles se mêlaient à des données sur des transactions récentes et des alliances occultes. « C'est incroyable », murmura Gabriel, émerveillé. « C'est comme si le passé et le présent fusionnaient sous nos yeux. » Mais il n'y avait pas le temps d'examiner tout cela. Les voix se rapprochaient de plus en plus. « Nous devons partir », pressa Margot. « Je connais une autre sortie. » Antoine rangea rapidement l'appareil et quelques-uns des parchemins dans son sac à dos. Alors qu'il se préparait à fuir, Gabriel jeta un dernier regard à la chambre. Des siècles d'histoire et de secrets, et maintenant, ils en emportaient une partie avec eux. Suivant Margot à travers des tunnels étroits et glissants, le trio s'éloigna de la chambre principale. Le son de leurs poursuivants résonnait derrière eux, un rappel constant du danger qu'ils affrontaient. Finalement, après ce qui sembla une éternité à naviguer dans l'obscurité, ils virent un rayon de lumière. La sortie était proche. Émergeant de la grotte, ils se retrouvèrent sur une falaise élevée surplombant la mer. Le soleil se couchait, peignant le ciel de tons vibrants d'orange et de rose. « Et maintenant ?» demanda Gabriel, regardant Antoine. Il serra sa main, ses yeux reflétant la détermination. « Maintenant, nous utilisons ce que nous avons découvert. Il est temps d'exposer la vérité, quel qu'en soit le coût. » Alors qu'ils observaient à l'horizon, le bruit d'hélicoptères s'approchant brisa le silence. La bataille était loin d'être terminée. Avec les secrets du passé et du présent entre leurs mains, Gabriel et Antoine savaient qu'ils étaient sur le point de déclencher une tempête qui ébranlerait les fondements du pouvoir en Méditerranée et au-delà. Le voyage qui avait commencé par une rencontre fortuite au musée d'Orsay s'était transformé en une mission pour révéler des vérités longtemps cachées. Et maintenant, au seuil entre le connu et l'inconnu, ils étaient prêts à faire le prochain pas, peu importe où il les mènerait. Le grondement des hélicoptères s'intensifiait, déchirant l'air de la nuit tombante. Gabriel, Antoine et Margot s'abritèrent entre les rochers de la falaise, observant les faisceaux lumineux balayer la zone. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Antoine, sa voix tendue. « Ils vont nous trouver bientôt. » Margot pointa du doigt un sentier escarpé qui descendait la falaise. « Par là, ça mène à une plage cachée. Peut-être qu'on pourra trouver un bateau. » Sans autre option, le trio entama la descente périlleuse,
les pierres instables sous leurs pieds rendant chaque pas difficile. Le bruit des hélicoptères semblait les poursuivre, leur rappelant constamment le danger imminent. Arrivés sur la plage, ils trouvèrent un petit bateau de pêche ancré. Il était vieux et usé, mais semblait être leur seule chance de fuite. « Tu peux le faire fonctionner ?» demanda Gabriel à Antoine tandis qu'il examinait le moteur. Après quelques minutes tendues d'essai, le moteur toussa et prit vie. Sans perdre de temps, ils embarquèrent, Antoine au gouvernail, les guidant vers la mer ouverte. Alors qu'ils s'éloignèrent de la côte, Gabriel regarda en arrière, voyant les lumières des hélicoptères qui fouillaient encore l'île. Son cœur battait la chamade, un mélange de peur et d'adrénaline courant dans ses veines. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, criant au-dessus du bruit du moteur et des vagues. Antoine hésita un moment avant de répondre. « Genève. J'ai un contact là-bas qui peut nous aider à divulguer ces informations de manière sécurisée. » Les heures suivantes furent un voyage tendu à travers la mer nocturne. Le petit bateau tanguait avec les vagues, et tous étaient constamment en alerte, craignant d'être découverts à tout moment. Ce ne fut que lorsque les premiers rayons du soleil commencèrent à peindre l'horizon qu'ils osèrent se détendre un peu. Margot, épuisée, s'endormit dans un coin du bateau. Gabriel rejoignit Antoine à la proue. « Que penses-tu que nous allons trouver quand nous analyserons tout ça ?» demanda-t-elle, faisant référence au parchemin et à l'appareil qu'il transportait. Antoine soupira, les yeux fixés sur l'horizon. « Je ne sais pas exactement, mais j'ai le pressentiment que ça va bien au-delà de ce que nous imaginions. Ces secrets, ils peuvent tout changer. » Gabriel acquiesça, sentant le poids de la responsabilité qu'il portait. « J'ai peur, Antoine. Pas seulement pour nous, mais pour l'impact que cela pourrait avoir sur le monde. » Il l'enlaça, embrassant doucement son front. « Moi aussi j'ai peur, mais je crois que nous faisons la bonne chose. La vérité doit éclater, quelles qu'en soient les conséquences. » Après des heures en mer, ils aperçurent enfin un grand cargo. Utilisant la radio du bateau, Antoine réussit à établir le contact et, après quelques négociations tendues, ils furent autorisés à monter à bord. Le capitaine du navire, un homme robuste avec une épaisse moustache grisonnante, les regarda avec curiosité. « Vous semblez avoir traversé de rudes épreuves », commenta-t-il dans un français teinté d'accent. « C'est une longue histoire », répondit Antoine diplomatiquement. « Nous sommes prêts à payer généreusement pour un passage discret jusqu'à Marseille. » Le capitaine étudia le trio pendant un long moment avant d'acquiescer. « D'accord, mais je ne veux pas de problème sur mon navire. » Dans les jours qui suivirent, alors qu'ils naviguaient vers Marseille, Gabriel, Antoine et Margot se relayèrent pour étudier les parchemins et les données de l'appareil. Ce qu'ils découvrirent les laissa stupéfaits. Les informations traçaient une toile complexe de pouvoir et d'influence qui s'étendait sur des siècles. D'anciens ordres secrets, des alliances occultes entre familles puissantes, la manipulation d'événements historiques, tout était connecté de manière qui défiait la compréhension. « C'est incroyable », murmura Gabriel, regardant Antoine. « Ta famille, ils ont été les gardiens de ces secrets pendant des générations. » Antoine acquiesça, son expression mêlant admiration et inquiétude. « Et maintenant, c'est à nous de décider quoi faire de ces connaissances. » À mesure qu'ils approchèrent de Marseille, la tension montait. Ils savaient qu'une fois à terre, ils devraient agir rapidement. Révéler ces vérités au monde ne serait pas facile, et il y aurait certainement ceux qui feraient tout pour les en empêcher. La nuit avant d'accoster, Gabriel trouva Antoine à la proue du navire, regardant pensivement l'horizon. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-elle doucement, entrelaçant ses doigts aux siens. Il se tourna vers elle, ses yeux reflétant la détermination. « Il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Gabriel sourit, sentant une vague d'amour et de courage. « Ensemble » acquiesça-t-elle. Alors que les lumières de Marseille commençaient à briller à l'horizon, Gabriel savait qu'ils étaient sur le point de plonger dans des eaux inconnues. Le monde était sur le point de changer et ils étaient à l'épicentre de cette transformation. La vérité, si longtemps enterrée, allait enfin éclater au grand jour, et avec elle, le pouvoir de redéfinir le cours de l'histoire. Marseille les accueillit avec sa skyline emblématique et une chaleur humide qui collait à leur peau. Gabriel, Antoine et Margot débarquèrent discrètement, se fondant dans la foule du port animé. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Gabriel, ajustant le sac où il gardait les précieux documents et l'appareil. Antoine regarda autour de lui, ses yeux attentifs à tout signe de danger. « Mon contact nous retrouvera dans un café du quartier du Panier. C'est un endroit sûr, loin des regards indiscrets. »
Ils prirent un taxi, le trajet silencieux chargé de tension. Chaque visage dans la rue semblait une menace potentielle, chaque regard un possible signe de reconnaissance. Le café était un endroit chaleureux, caché dans une ruelle étroite bordée de bâtiments colorés typiques du panier. Dès qu'ils entrèrent, Antoine repéra un homme d'âge mûr assis dans un coin lisant un journal. « Là », murmura-t-il, guidant Gabriel et Margot vers la table. L'homme baissa son journal, révélant un visage marqué par le temps et des yeux perçants derrière des lunettes à fine monture. « Antoine Lefebvre », dit-il doucement. « Ou devrais-je dire, l'homme qui devrait être mort. »« C'est bon de vous voir, professeur Dubois », répondit Antoine s'asseyant. « Nous avons beaucoup à discuter. » Le professeur Dubois était un journaliste d'investigation renommé et professeur d'université, connu pour avoir exposé des scandales internationaux. S'il y avait quelqu'un qui pouvait les aider à divulguer les informations de manière sûre et impactante, c'était lui. Dans les minutes qui suivirent, Antoine et Gabriel expliquèrent rapidement la situation, montrant certains des documents et données qu'ils avaient découverts. Le professeur Dubois écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « C'est explosif », finit-il par dire. « Si nous authentifions et publions ces informations, l'impact sera mondial. Des gouvernements tomberont, des entreprises s'effondreront. C'est exactement pour cela que nous devons agir vite, insista Antoine. Plus nous attendons, plus le risque d'être réduits au silence est grand. Le professeur Dubois acquiesça gravement. J'ai un laboratoire sécurisé à l'université où nous pouvons analyser tout cela. Allons-y maintenant. Il s'était à peine levé quand le bruit de verre brisé résonna dans le café. Des cris suivirent, et Gabriel vit avec horreur des hommes armés entrer par la porte d'entrée. « Sortis de derrière !» cria le professeur Dubois, déjà en mouvement. Le groupe courut à travers la cuisine, sortant dans une ruelle étroite. Le bruit des tirs les suivit alors qu'ils couraient dans les rues sinueuses du panier. « Comment nous ont-ils trouvés ?» haleta Gabriel, son cœur martelant dans sa poitrine. « Il doit y avoir un traceur dans l'appareil !» répondit Antoine, l'attirant derrière un bâtiment alors que d'autres coups de feu résonnaient. Le professeur Dubois les guida à travers une série de ruelles et de passages, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin un parking souterrain. « Ma voiture est ici », dit-il, pointant vers une berline discrète. Alors qu'il se dirigeait rapidement vers l'université, Gabriel ne put s'empêcher de remarquer l'ironie de la situation. De Paris à Marseille, d'une île méditerranéenne à une course-poursuite dans le panier, et maintenant ils étaient sur le point de révéler des secrets qui pourraient changer le monde, s'ils survivaient pour raconter l'histoire. Dans le laboratoire du professeur Dubois, ils travaillèrent fébrilement pour analyser et organiser les informations. À chaque nouvelle révélation, le poids de ce qu'ils avaient découvert devenait plus clair. « Cela va au-delà de toute théorie du complot », murmura le professeur Dubois, examinant un document particulièrement révélateur. « C'est une toile de pouvoir et de manipulation qui s'étend sur des siècles. » Antoine, qui surveillait les nouvelles sur un ordinateur proche, se leva soudainement. « Nous avons de la compagnie », dit-il tendu, pointant vers les caméras de sécurité qui montraient plusieurs voitures noires arrivant sur le campus. « C'est l'heure », dit Gabriel, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. « Divulguons tout. » Le professeur Dubois acquiesça, ses doigts volant sur le clavier. « J'envoie à tous les principaux organes de presse, agences gouvernementales et plateformes de médias sociaux. Une fois que j'aurai appuyé sur « Envoyer », il n'y aura plus de retour en arrière. » Le bruit de pas lourds résonna dans le couloir. Antoine se positionna près de la porte, prêt à défendre ses amis si nécessaire. Gabriel regarda Margot, qui avait été silencieusement courageuse tout au long du voyage. « Merci », dit-elle doucement, « pour tout. » Margot sourit, serrant la main de Gabriel. « Certaines vérités valent tous les risques. »« Prêt ?» demanda le professeur Dubois, son doigt planant au-dessus de la touche « Entrée ». Gabriel et Antoine échangèrent un dernier regard, des années d'amour, de confiance et maintenant une mission partagée passant entre eux en un instant. « Faites-le », dit Antoine. D'un clic, la vérité fut lancée dans le monde. Au même instant, la porte du laboratoire s'ouvrit violemment. Ce qui suivit fut un chaos de cris, d'ordres et le son assourdissant de coups de feu. Gabriel sentit Antoine la tirer au sol, la protégeant de son corps. Alors que le monde autour d'eux semblait s'effondrer, Gabriel ferma les yeux, s'accrochant à Antoine. Ils avaient fait ce qu'ils étaient venus faire. La vérité était maintenant dehors. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Et ainsi, dans un laboratoire à Marseille,
Avec le bruit du conflit autour d'eux et le poids de l'histoire sur leurs épaules, Gabriel et Antoine attendirent le dénouement de leur extraordinaire voyage. Le chaos qui suivit la divulgation des informations dépassa tout ce que Gabriel et Antoine auraient pu imaginer. Dans les jours et semaines qui suivirent, le monde entra dans un tourbillon de révélations, d'accusations et de transformations. Des gouvernements tombèrent, des entreprises s'effondrèrent et des alliances centenaires furent exposées au grand jour. La toile de pouvoir et de manipulation qui avait contrôlé les coulisses de l'histoire pendant si longtemps se désagrégea enfin. Gabriel et Antoine, ainsi que Margot et le professeur Dubois, furent placés sous protection internationale. Leurs révélations en avaient fait des cibles pour certains, mais des héros pour beaucoup d'autres. Des témoignages, des interviews et des auditions suivirent, alors que le monde luttait pour traiter et réagir aux vérités nouvellement révélées. Des mois passèrent, et peu à peu un nouvel ordre commença à émerger. Des institutions furent réformées, des lois furent réécrites, et un nouveau sens de la transparence et de la responsabilité commença à imprégner la politique et les affaires mondiales. Par un après-midi ensoleillé, presque un an après leur fuite de Marseille, Gabriel et Antoine marchaient main dans la main dans le jardin des Tuileries à Paris. La ville qui avait été témoin du début de leur voyage était maintenant redevenue leur foyer. « As-tu déjà pensé à retourner au musée d'Orsay » demanda Antoine, observant Gabriel admirer les fleurs. Elle sourit, un sourire qui portait le poids de tout ce qu'ils avaient vécu. « Parfois. Mais le musée semble appartenir à une vie lointaine maintenant. Nous avons tellement changé. » Antoine acquiesça, comprenant parfaitement. Le monde a changé. Grâce à nous, en partie. C'est encore difficile à croire, murmura Gabriel. Tout a commencé par une rencontre fortuite au musée d'Orsay, et maintenant, nous faisons partie de l'histoire. Ils s'arrêtèrent devant la fontaine, observant les enfants jouer avec des petits bateaux. Antoine enlaça Gabriel par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu sais, commença-t-il, sa voix douce, avec tout le chaos qui se calme, je pensais... Peut-être est-il temps d'avoir cette lune de miel que nous nous étions promise. » Gabriel se retourna dans ses bras, ses yeux brillant de larmes non versées. « Tu veux toujours ça? Après tout ce qui s'est passé ?»« Plus que jamais, » répondit Antoine, tenant doucement son visage. « Gabriel, tu n'es pas seulement ma femme. Tu es ma partenaire, ma confidente, ma force. Nous avons traversé quelque chose que peu de gens pourraient imaginer, et nous en sommes sortis plus forts. » Gabriel l'embrassa doucement, sentant l'amour et la gratitude déborder dans son cœur. « Où irons-nous alors, monsieur Lefebvre ?» Antoine sourit, ce sourire qui l'avait fait tomber amoureuse au début de tout. « Que dirais-tu de commencer par Venise? Visiter chaque musée et galerie comme je te l'avais promis. Et ensuite, le monde est à nous pour l'explorer. » Ce soir-là, alors qu'ils faisaient leurs valises pour leur nouvelle aventure, Gabriel trouva l'ancienne broche qu'elle avait portée depuis Marseille. Cela semblait être une vie entière auparavant. Elle l'attacha à son chemisier, un rappel du chemin incroyable qui les avait menés jusqu'ici. Margot, qui était devenue une amie proche et travaillait maintenant avec des organisations de préservation culturelle, les aidait avec les préparatifs. « Vous le méritez, » dit-elle, embrassant Gabriel. « Allez-y, vivez, aimez. Le monde est différent maintenant, grâce à vous. » Le professeur Dubois, qui était devenu une figure paternelle pour le couple, leur offrit un journal relié en cuir. « Pour enregistrer vos nouvelles aventures, » expliqua-t-il avec un sourire sage. « Qui sait, peut-être qu'un jour cette histoire méritera aussi d'être racontée. » Le lendemain matin, alors qu'ils embarquaient dans l'avion pour Venise, Gabriel regarda Antoine, voyant en lui non seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi le partenaire avec qui elle avait changé le monde. « Prête pour le prochain chapitre ?» demanda-t-il, entrelaçant ses doigts aux siens. Gabriel sourit, sentant un mélange d'excitation et de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Toujours », répondit-elle. L'avion décolla, les emmenant vers un avenir incertain, mais plein de possibilités. Le voyage qui avait commencé avec des secrets et du danger s'ouvrait maintenant sur un monde de découvertes et d'amour renouvelé. Alors que les nuages s'écartaient pour révéler le vaste ciel bleu, Gabriel pensa à tout ce qu'ils avaient traversé et à ce qui les attendait. La vie était imprévisible, pleine de rebondissements et de surprises, mais avec Antoine à ses côtés, elle savait qu'ils étaient prêts pour toutes les aventures que le destin leur réserverait. Et ainsi, avec le monde transformé par leurs actions et un amour renforcé par les épreuves, Gabriel et Antoine s'embarquèrent dans la prochaine phase de leur vie, prêts à écrire ensemble les prochains chapitres de leur extraordinaire histoire.